Bonjour à toutes et tous. Bonjour et merci d'être aussi présents au Festival de Mediapart. On se retrouve aujourd'hui pour parler football, ce qui n'est pas forcément une évidence quand on vient au Festival de Mediapart. Mais pour autant, Mediapart, ça fait longtemps qu'on traite du football, en prenant la chose au sérieux et en pensant à cette phrase de Bill Shankly, le grand entraîneur de Liverpool des années 70, qui disait que le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est quelque chose de bien plus important que cela. Depuis sa création, Mediapart a documenté le racisme dans le football français, notamment au travers de l'affaire des quotas, mais aussi les dérives folles du monde financier qui a accaparé ce sport que nous aimons tant ici autour de la salle, autour de la table et dans la salle. On a enquêté sur les libertés publiques restreintes des supporters, comme sur le racisme et l'islamophobie qui s'emparent aujourd'hui des vestiaires où on interdit le port du foulard ou l'exercice du ramadan. Toutes ces choses-là, bref, pour nous, font que la société fait partie du football et que le football fait partie de la société. Et à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, on a voulu vous proposer un débat pour parler différemment et sérieusement du football, parce que ça nous tient énormément à cœur. Je reçois cet après-midi Marie-Cécile Nave, qui est directrice de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et qui a écrit récemment Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol, mais également des livres sur la démocratie féministe, sur Trump, la marche de l'homme blanc, ou sur le pouvoir du sport. À ses côtés, non pas à ses côtés, c'est Jérôme Latta, Jérôme Latta qui est journaliste à Alternative Économique, qui est également le fondateur et animateur du cultissime magazine de foot et d'eau fraîche, Les Cahiers du football. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, c'est quelque chose d'assez mythique. Et Jérôme Latta qui est également blogueur pour Le Monde et écrivain qui a écrit divers livres, notamment le dernier que je vous recommande grandement, qui s'appelle très exactement « Ce que le football est devenu, 3 décennies de révolution libérale » aux éditions Divergence. À ses côtés, Ronan Evin. Ronan Evin, bonjour. Vous êtes le président de l'association Supporters Europe. Vous êtes également supporter nantais et président d'un petit club de foot breton. Et évidemment, je me suis perdu dans les fiches, donc c'est lequel déjà ce club Plumergat. Voilà. Donc à la fois patricien et responsable un petit peu du foot d'en bas, mais également représentant des supporters et des tentatives d'union un petit peu des supporters pour se battre contre les dérives du football libéral. À ses côtés, enfin, Nicolas Xismartov. Nicolas Xismartov qui est journaliste pour SoFoot, qui a longtemps animé un blog tout aussi mythique, Never Trust a Marxist in Football, qui a de multiples casquettes et qui a surtout, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur le foot, les luttes, la politique et la résistance antifasciste. Le dernier en date est un hommage à plusieurs figures de ce football de résistance qui s'appelle, qui est sorti aux éditions Libertalia, qui est l'auteur donc de Latéral Gauche, un ouvrage que je vous recommande chaudement. Pour parler un petit peu de cette Coupe du Monde qui s'ouvre, je propose d'ouvrir un peu nos débats, Marie-Cécile, en nous cadrant un petit peu géopolitiquement l'événement qui s'ouvre. Et on se demande, est-ce que Donald Trump, qui a l'habitude de salir tout ce qui touche, va-t-il arriver à salir le soccer et peut-il en faire un instrument de soft power, si tant est que ce terme puisse s'appliquer à Donald Trump? Peut-il transformer le football comme il est en train de bousculer le monde? Bonjour.
Je dirais non d'emblée, mais je vais développer évidemment. Donc c'est une Coupe du Monde masculine qui se déroulera dans 3 pays, essentiellement aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique. Les relations entre les États-Unis et le Mexique se sont un peu apaisées ces derniers mois, et d'ailleurs le Mexique accueille le camp de l'équipe d'Iran et l'entourage des joueurs de l'Iran parce que c'était trop compliqué de les accueillir aux États-Unis. C'est la première fois, me semble-t-il, que dans l'histoire de cette Coupe du Monde, le pays hôte accueille un pays participant contre lequel il est en guerre. Et comme vous le savez, ça se passe pas très bien pour trouver un accord de paix, même un cessez-le-feu. Et puis au Canada, et les relations avec le Canada, les relations des États-Unis avec le Canada sont vraiment exécrables, puisque régulièrement les États-Unis prétendent pouvoir annexer le Canada, en faire le 51e État. Et c'est pas du tout une blague, en fait, dans leur imaginaire. Ça n'arrivera pas, mais c'est quand même pas du tout une blague dans leurs intentions. Le soft power du soccer masculin qui pourrait alimenter l'influence, l'attractivité des États-Unis dans le monde, c'est pas tellement le problème de Trump, c'est pas tellement son objectif. Lui, ce qu'il souhaite, c'est capter toute la lumière de cet événement à des fins strictement personnelles. L'influence des États-Unis dans le monde, c'est pas tellement son souci, mais il a tout à fait conscience que c'est un moment extrêmement regardé, autant que les Jeux Olympiques, peut-être même plus à certains moments. Et donc tout le potentiel de visibilité, de médiatisation, à condition qu'ils s'endorment pas dans les stades. Pour lui, évidemment, il l'a bien compris. Mais ça ne fonctionnera pas parce que la parole des États-Unis, pas seulement celle de Trump, mais je crois la parole des États-Unis dans le monde aujourd'hui est extrêmement affaiblie, très démonétisée. Plus personne n'écoute vraiment ce que dit Trump, qui se contredit d'une heure sur l'autre concernant en particulier le conflit en cours au Moyen-Orient, mais pas seulement. Et puis les insultes, la violence verbale, la violence réelle aussi très concrète contre une grande partie des pays du monde, avec en particulier la fin brutale de USAID, qui n'est pas sans lien avec le développement de l'épidémie d'Ebola aujourd'hui en Afrique. Eh bien, tout ceci a très largement alimenté une défiance, une haine, un anti-américanisme qui était latent dans certaines parties du monde, mais qui ne pourront pas être palliés uniquement par la lumière braquée sur Trump. Ronan Evin, vous allez vous rendre sur place avec l'association Supporters Europe pour un petit peu observer et voir ce que sont les craintes aujourd'hui dont on ne sait absolument pas comment ça va se passer, liées à l'accueil des supporters étrangers et aussi aux conditions d'épanouissement de ces supporters dans cette Coupe du Monde avec des tarifs très très chers. Enfin, vous allez un petit peu observer tout cela. Racontez-nous un peu l'ambition de votre voyage avec votre délégation. Oui, alors on l'observera. La Coupe du Monde, il faut bien nous laisser l'observer, parce qu'on voit on commence à voir apparaître des soucis aux entrées aux États-Unis, des ESTA, des visas annulés, etc. Alors, en étant européen, on est clairement dans une situation privilégiée comparée au reste du monde. Aujourd'hui, la réalité, c'est que des supporters africains, sud-américains, à moins d'être très très fortunés ou d'avoir un second passeport, ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. On a aussi 4 pays qui participent à cette Coupe du Monde qui sont sur blacklist pour rentrer aux États-Unis. Nous, on travaille avec une organisation de supportrices iraniennes, et là aujourd'hui, tous les responsables d'associations ont fait des demandes de visa en bonne et due forme, elles ont toutes été refusées. Donc aujourd'hui, si vous êtes supporter iranien ou haïtien, vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis. Et ça aussi, c'est une première, puisque le contrat tacite ou formel avec la FIFA, mais avec le monde du foot, c'est que si vous organisez la Coupe du Monde, c'est quand même le moindre des choses, c'est de laisser les gens rentrer dans votre pays, avec un système plus ou moins de contrôle, mais ça fait quand même partie du deal au départ. Vous voulez accueillir le monde, il faut faire un petit effort. On est sur une Coupe du Monde, c'est un grand point d'interrogation. L'alignement complet, voire même la soumission de Gianni Infantino à l'administration Trump met clairement la FIFA dans une position de faiblesse. Elle a très peu de moyens de pression sur à la fois les autorités fédérales, mais au niveau local également, et les villes hôtes. Et donc, aujourd'hui, à 6 jours de la Coupe du Monde, je suis, moi, dans l'incapacité de dire si ça va bien se passer. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que la FIFA est dans l'incapacité de le dire également. Le dernier, mais c'est
c'est le dernier événement d'une série de nouvelles ces derniers jours ou ces dernières semaines qui sont tous un peu plus bordéliques les unes que les autres. Mais il y a 3 jours, la FIFA autorisait les bouteilles d'eau dans les stades. Il y a 2 jours, elle les interdisait. Et là, ce matin, elle les autorise à nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une improvisation complète, constante. Et les gens qui vont rentrer aux États-Unis, eh bien, il n'y a pas cette forme de contrat moral avec l'organisateur sur qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire, qu'est-ce qu'on va pas le droit de faire. Est-ce qu'on va avoir le droit de protester dans les stades? Est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir un drapeau du Groenland? Est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir un drapeau LGBT? Tout ça, aujourd'hui, c'est des grands points d'interrogation et on le saura uniquement au moment du coup d'envoi de la compétition. Nicolas, est-ce que finalement, on a entendu certains dire, mais finalement cette Coupe du Monde, c'est Berlin 36, Trump va se servir de ce mondial pour faire une démonstration de puissance. On voit déjà que la FIFA, État puissant à lui tout seul, finalement s'incline un peu face à Trump. Qu'est-ce que vous pensez de cette analogie, comme on a pu en faire d'autres sur les mondiaux de la honte précédents, de l'Argentine jusqu'à encore le Qatar? Est-ce que finalement la Coupe du Monde qui arrive n'est pas celle d'une repolitisation un petit peu, où le champ de lutte est plus présent que jamais? D'abord, première chose, la Coupe du Monde a toujours été politique, donc il n'y a pas de repolitisation. Pour rafraîchir les mémoires, en 1934, la Coupe du Monde a été organisée dans l'Italie fasciste, soit 2 ans avant les Jeux de Berlin dans l'Allemagne nazie. Et à cette occasion, Jules Rimet, qui était le président de la FIFA, avait expliqué que le vrai président de la FIFA, c'était Benito Mussolini, qui s'était complètement emparé de l'événement. Donc ça, c'est pour... On n'invente rien. Maintenant, les analogies entre les régimes et les comparaisons historiques ont toujours leurs limites, parce qu'un historien un peu sérieux vous expliquerait qu'en malgré tout, c'est des cadres différents. Il y a 2 aspects qui, moi, m'interpellent directement. C'est l'atonie du débat sur la participation ou pas à cette Coupe du Monde, parce qu'on aurait pu vraiment se le poser comme au moment de la Coupe du Monde au Qatar, et ça c'était aux forces politiques, aux forces sociales, à nos élus, à l'Assemblée de le faire, et pas seulement 3 semaines avant le début sur un plateau télé parce qu'il faut faire du l'audimat ou du clic. Et le deuxième point, c'est la question de la solidarité qu'on peut avoir avec les gens qui sont aux États-Unis, par exemple, ou au Mexique. Alors, en ce moment au Mexique, il y a un mouvement de grève très important des instituteurs à l'occasion de la Coupe du Monde pour essayer d'obtenir gain de cause. En ce moment aux États-Unis, il y a eu des grèves dans les stades parce que le personnel a peur de l'ICE, et notamment que certains des employés soient à cette occasion entre guillemets raflés. Je rappelle que ICE, donc cette police de l'immigration aux États-Unis, a annoncé qu'elle serait autour des stades et qu'elle ferait son boulot comme d'habitude. Donc toutes les communautés qui pourraient éventuellement avoir le souci d'aller soutenir, comme on a évoqué, leur pays, je pense les Haïtiens, les Sénégalais, très nombreux à New York, je leur conseille de faire attention parce que ça va être malheureusement très tendu. Et d'ailleurs pour tous nos concitoyens franco-sénégalais, pour le match du 16 juin contre France-Sénégal à New York, qu'ils n'oublient pas leur passeport français. Monsieur Philippe Diallo en particulier, qui est président de la 3F. Mais ouais, non, en fait, toutes les Coupes du Monde sont politiques, et celle-là en particulier, parce que Trump, il a réveillé tout le monde. Entre guillemets, si quelqu'un croyait à la fin de l'histoire, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est très loin. Et je rappelle quand même, ça va revenir à un moment ou à un autre, la FIFA, elle s'est toujours mise au service d'eux, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Avec monsieur Infantino, c'est quand même magistralement l'économie qui prédomine, mais c'est toujours mis au service, pour l'Argentine, pour la Russie de Poutine, c'était le même scénario, sauf que Poutine, lui, il a un peu respecté le protocole parce qu'il voulait un peu jouer le dirigeant respectable, alors que la guerre en Ukraine avait commencé avec l'annexion de la Crimée. Le Qatar, j'en parle même pas, puisque c'est une Coupe du Monde achetée et on a joué sur des cimetières. C'est un peu comme la réalité de ce qui s'est produit, même si tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Donc c'est la FIFA, elle est au service. La seule chose qui a un peu changé avec Infantino, c'est qu'on est passé d'une FIFA qui voulait se mettre au niveau des pays ou ses interlocuteurs, ce que lui reproche un peu Sepp Blatter aujourd'hui, à une FIFA qui est quand même devenue très vassale, qui est devenue c'est le soumis de Donald Trump aujourd'hui, Infantino, qui quémande un peu quelques acquis ou quelques petits cadeaux pour essayer de calmer tout le monde. Voilà, donc cette Coupe du Monde, elle sera politique, mais c'est à nous aussi de la rendre politique par notre capacité. Alors là, c'est parce qu'on est entre médias, d'en parler, de le traiter, mais il y a aussi tout le monde politique et l'univers social, économique, etc., de s'en emparer. Je n'ai pas le sentiment que ça soit le cas aujourd'hui, malheureusement.
L'autre élément, c'est sur le terrain. Je me tourne vers Jérôme Latta, qui est peut-être le principal artisan de la lutte anti-vidéo arbitrage en France. Mais cette Coupe du Monde qu'on va voir, ça n'est plus le foot auquel on est habitué quand on va voir nos clubs de Ligue 2, puisqu'on est tous supporters plus ou moins de clubs de Ligue 2. Mais entre les pauses publicitaires, ça va jouer 20 minutes, les mi-temps longues avec un choix à la mi-temps. Enfin, ça n'est plus, c'est plus le foot qu'on voyait avant, non ? Oui, effectivement, cette Coupe du Monde, elle marque un pas de plus dans la marchandisation du football et en particulier de la Coupe du Monde. Le choix des États-Unis, il tient beaucoup au fait que c'est un immense marché de consommateurs. On a évoqué tout à l'heure le prix absolument prohibitif des places qui a connu une inflation complètement délirante par rapport aux éditions précédentes. Pour donner un exemple, le prix le moins cher pour la finale de 2026 est plus cher que le billet le plus cher de la finale 2022 au Qatar. Tout ça fait que la Coupe du Monde est devenue un événement pour les classes aisées parce qu'il faut pouvoir payer les déplacements, il faut venir en avion. Je fais même pas de parenthèse sur l'impact environnemental de cette Coupe du Monde, que les déplacements locaux, les hébergements sont extrêmement chers, que la FIFA a adopté une tarification dynamique qui fait fluctuer de manière aléatoire le prix des places, qui organise leur rareté à un moment. Tout ça fait que on a une Coupe du Monde extrêmement marchandisée et un symbole de ça, c'est effectivement ce qu'on connaît depuis un certain temps dans le football, c'est-à-dire les pauses fraîcheurs au milieu des mi-temps, à la 23e minute, qui existent depuis quelques années et qui avaient pour prétexte initial, de permettre en cas de grande chaleur aux footballeurs de récupérer, de s'hydrater, mais on se doutait bien que assez rapidement ça allait prendre une autre vocation, c'est-à-dire celle de pouvoir diffuser des écrans publicitaires à ce moment-là, ce qui sera le cas en France et dans les autres pays, et donne un nouvel exemple de cette marchandisation extrême, en plus de cette géopolitisation extrême de la Coupe du Monde. Alors, on va parler un petit peu des résistances populaires à ce qui est en train de devenir le football tel qu'on va le voir se dérouler là pendant un mois aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Mais avant d'aborder la résistance populaire, la résistance institutionnelle et étatique, est-ce qu'elle fait sens aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des façons à s'opposer, enfin des pays, des fédérations qui s'opposent à ce rouleau compresseur néolibéral que Jérôme vous décrivez dans votre livre. Aujourd'hui, les oppositions, elles sont très marginales et ça vaut pour la Coupe du Monde, mais ça vaut aussi pour le football des clubs qui a connu au cours des 30 dernières années une évolution vers là aussi une marchandisation, une financiarisation, vers la création d'une oligarchie de clubs ultra riches qui accaparent toutes les ressources sportives et économiques, qui corrèlent de plus en plus étroitement les résultats sportifs à la puissance financière, qui détruisent l'équité des compétitions. Tout ça s'est déroulé sans grande opposition. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour cette Coupe du Monde, l'opposition des autres fédérations, elle est très marginale. Ça va être la fédération norvégienne, encore une fois, qui va s'y coller avec sa présidente Lise Klaveness. Il y a les ONG qui n'appellent généralement pas au boycott, qui veulent faire de l'événement un terrain, un moment de mobilisation pour alerter, pour mobiliser. Et du côté des spectateurs, avec des spectateurs qui auront dépensé énormément d'argent, qui sont issus de classes aisées, il y a quand même très peu de chances qu'il y ait des mobilisations sur place. Alors ce serait intéressant de voir que cet événement ultra instrumentalisé soit un petit peu piraté, hacké par des militants, mais ça semble assez peu probable. Et j'ajoute juste un autre élément qui est fondamental dans cette absence de résistance aux évolutions du football business, c'est que les médias sportifs, c'est-à-dire là qui sont les acteurs, qui sont le lieu, qui devraient être le lieu d'un débat public, qui devrait être l'espace public de ce débat critique sur les évolutions du football. Les médias sportifs sont extrêmement complices de tout ça. Ils ont les mêmes intérêts en fait. Ils ont intérêt à ce que le football se développe, connaisse une croissance effrénée, parce qu'ils y trouvent leur propre intérêt plus
plus le football est haut dans la hiérarchie de l'information, plus les médias sportifs prospèrent, plus il y a de gratification symbolique pour les journalistes de ces médias-là. Et on a pu constater, voilà, au cours des dernières décennies, à quel point les médias sportifs n'endossaient pas ce rôle critique et continuaient à être dans un registre de célébration. On l'a vu de manière spectaculaire encore avec la victoire du PSG en Ligue des Champions. Ils sont là pour célébrer, pas pour gâcher la fête avec des points de vue critiques. Il y a un élément de résistance. Enfin, le foot peut être un élément de résistance même dans le monde professionnel. Justement, c'est aux États-Unis, on voit Marie-Cécile, peut-être les équipes de foot, de soccer américaines sont généralement aux antipodes de la culture du sport américain, type foot américain, hockey ou baseball. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction à voir justement la Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis, où justement le soccer est le principal sport féminin et véhicule avec lui plutôt une tradition de lutte. Oui, vous avez raison de rappeler que ce qu'on appelle le soccer aux États-Unis, ce que nous on appelle le football, est un sport essentiellement pratiqué par les femmes et qui est très populaire dans les universités, dans les écoles, avec une équipe qui est une des plus grandes équipes du monde, si ce n'est la plus grande équipe du monde, qui a gagné plusieurs fois le mondial, notamment en France, et qui a mis en œuvre une lutte de très nombreuses années pour être payés autant que les hommes, qui perdaient toutes les compétitions, et qui là sont qualifiés parce que c'est le pays hôte, mais qui continuaient d'être davantage payés que les femmes. Donc il y a une lutte pour l'égalité salariale, pour la reconnaissance de leur travail, de leur victoire, et aussi la défense des droits humains, avec une figure comme Megan Rapinoe, mais c'est pas la seule. Et qui effectivement correspond, est en écho vraiment avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, dans la remise en cause très concrète, très quotidienne de l'état de droit, visant en particulier la communauté LGBT, avec l'interdiction validée par une grande partie des institutions d'ailleurs, des enfants trans ou désignés comme trans dans le sport, y compris dès l'école maternelle, mais maintenant ça s'applique aussi aux adultes, et demain probablement à d'autres catégories de la population selon des critères totalement arbitraires. Donc ce combat-là, il est très présent dans les mémoires, et il y a des voix qui s'expriment sur certains relais, podcasts, streams, etc. Mais pas tellement dans le monde politique lui-même. C'est pas du côté du Parti démocrate qu'on trouve ce type de combat. En revanche, dans la société civile, oui. Et les mouvements anti-Trump dont on voit le déploiement depuis 1 an et demi viennent non pas tellement du Parti démocrate, mais vraiment du monde associatif, du monde communautaire, du monde très local, avec des choses que l'on voit apparaître dans l'organisation du mondial qui va démarrer, avec des conseils qui commencent à être donnés aux supporters pour fuir ICE, donc la milice prétendument anti-immigration, mais qui en fait fait du contrôle aux faciès, et qui tue aussi des gens qui n'ont rien à voir avec la question de l'immigration illégale. On a vu ça à Minneapolis. Donc, distribution de sifflets, distribution de kits pour savoir comment échapper à ICE, etc. Des menaces de grève aussi qui commencent à se déployer dans certains syndicats ou dans certaines villes démocrates. Et puis, j'ajoute que je trouve globalement le monde du sport aux États-Unis, il est assez silencieux par rapport à ce qu'il était lors du premier mandat de Trump. On se souvient du bend the knee de Colin Kaepernick et d'une partie de la NFL qui était contre les violences policières, et plus encore avant, où il y avait eu des mobilisations contre justement certaines lois dans certains États fédérés visant les droits des LGBT. Il y avait menace, par exemple, de ne pas organiser le Super Bowl en 2013-2014 en Arizona parce qu'il y avait une loi anti-mariage gay. Aujourd'hui, on n'entend plus
tellement ça au sein même de l'institution sportive. En revanche, il y a des voix qui peuvent s'élever, Rapinoe et d'autres, mais dans des espaces, dans des médias dits alternatifs, on pourrait dire, mais moins dans le monde institutionnalisé. C'est assez surprenant à observer d'ailleurs. Alors ce mouvement, on voulait aussi le détailler devant vous, ce mouvement de résistance populaire. Et en France, enfin aux États-Unis, là pendant la Coupe du Monde, mais là où, comme on l'a bien expliqué, la partie un peu pliée, le capitalisme a quand même tout privatisé et un peu tout gâché. Il n'en reste pas moins qu'il existe plein d'autres terrains de lutte. Et je me retourne vers vous, Ronan, notamment la question du poids des supporters. Du pouvoir un peu rendu aux tribunes est une question essentielle aujourd'hui, si on parle de la France ou de l'Europe, et notamment face à la dérive libérale. Aujourd'hui, vous incarnez l'une de ces diverses associations et fédérations un peu d'associations de supporters qui, depuis plusieurs années déjà, les ultras se sont même construits un peu comme ça, dans un contre-modèle d'alternance et d'alternative et de résistance politique, mènent le combat contre tous ces fléaux que nous décrivons. Oui, alors, pour ce qui est des supporters, on a deux choix de mobilisation en fait. On a soit une forme de radicalité pour s'opposer au système de manière radicale, ce qui est souvent été le choix fait par les tribunes ultras, ou d'essayer de modifier le système de l'intérieur. On a la chance en France d'avoir des tribunes ultras qui sont structurées vers ce modèle-là pour essayer justement d'avoir une action politique, une action en justice pour pouvoir faire valoir nos droits. On a aussi la chance en Europe, en tout cas dans la majorité de l'Europe, de vivre dans un système démocratique sur lequel on peut peser, on peut exprimer nos opinions. C'est pas le cas de l'essentiel de la planète. Et donc sur une Coupe du Monde, sur une compétition comme la Coupe du Monde, c'est très compliqué d'avoir une influence sur la FIFA, on est dans une logique de clientélisme en réalité. Le travail de Gianni Infantino, du moins son objectif, c'est de démultiplier les revenus de la FIFA pour les redistribuer aux associations membres pour garantir sa réélection l'année prochaine au Congrès de Rabat. C'est la seule explication logique à l'hyper-commercialisation à laquelle qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de stratégie de long terme de développement, notamment aux États-Unis. Comme disait Marie-Cécile, le soccer, c'est un sport, y compris le soccer masculin, un sport très progressiste, où les groupes les plus vulnérables dans la société, les minorités, etc., trouvent leur place. On peut aller voir un match de MLS pour $25 aux États-Unis. Toute cette population-là est complètement laissée de côté sur cette Coupe du Monde. Donc on n'est même pas dans une logique de développement du football aux États-Unis, puisque une fois que le cirque aura quitté la ville, eh bien il ne se passera pas grand-chose pour le développement du foot. Et donc avoir une influence sur une organisation aujourd'hui comme la FIFA, qui est dans cette logique de clientélisme, mais aussi dans une gouvernance qui n'est absolument pas démocratique, mais qui s'en donne même plus l'illusion d'une gouvernance démocratique, c'est compliqué. Le seul élément de pression aujourd'hui sur la FIFA de Gianni Infantino, c'est la pression médiatique. C'est la seule chose sur laquelle il bouge. Il a bougé un tout petit peu sur le prix des billets. Il a bougé un tout petit peu sur d'autres choses, comme le fait de pouvoir aller dans les stades avec une bouteille d'eau quand il va faire 40 degrés à 15h pour les matchs au Texas. Mais c'est à peu près tout. Et comme disait tout à l'heure Jérôme, aujourd'hui, le principal problème, c'est que la FIFA, c'est une organisation de membres, dont est membre la FFF, dont est membre la Fédération allemande, etc. Et que personne ne bouge. Parce que les fédérations dépendent de cet argent, parce qu'elles veulent attirer des compétitions, parce qu'elles sont aussi très largement lâches. Si on prend le cas de la DFB en Allemagne, qui est la principale fédération au monde, la plus riche, celle qui a le plus de joueurs, etc., qui devrait peser, elle laisse la pauvre, entre guillemets, Norvège, qui est une petite fédération à l'échelle globale, aller au combat sur les questions de gouvernance, sur les questions de droits humains. Et on est aujourd'hui dans un système qui est complètement sclérosé, puisque la principale raison d'être aujourd'hui de cette Coupe du Monde, c'est de redistribuer de l'argent pour assurer le règne du président de la FIFA. Nicolas, les supporters s'illustrent aussi dans une défense un petit peu
d'un modèle de liberté publique qui est en train de disparaître, et ils sont les premières victimes en fait. Enfin, limite, c'est un petit peu un laboratoire du maintien de l'ordre auquel on a assisté depuis 15 ans, si on prend que la France, en termes d'expérimentation du flashball, de la NAS, et des interdictions administratives de stades divers et variés. On a l'impression que le foot a précédé l'antiterrorisme. Pour autant, les tribunes restent organisées, restent un lieu aujourd'hui de résistance à la fois aux tentations fascistes, comme à l'expression d'un football souverain, si je puis dire. Alors, faut nuancer beaucoup de choses. Effectivement, l'avantage du football, c'est que c'était beaucoup plus simple de faire passer, entre guillemets, des lois d'exception, parce qu'il y avait cette idée, ce lieu commun qui était tout le temps ressassé, que le sport est à part, qu'on doit pouvoir se rendre au stade en famille, il y a ces idées que le terrain est sacré, etc. Donc, ont permis, par exemple, d'instaurer une mesure comme les interdictions administratives de stade, où on peut vous interdire, sur décision préfectorale, de vous rendre dans une infrastructure sportive quelconque, même peut-être toutes les infrastructures sportives, et ça dure 1 an, 2 ans ou plus, mais généralement quand les personnes concernées vont devant un tribunal administratif en l'occurrence, elles gagnent parce que ça repose sur rien. Vous avez aussi des lois et des mesures où on interdit à des gens d'être présents dans une ville pour toute personne qui se réclame supporter ou qui est considérée comme telle. Alors imaginez le flou artistique que ça permet, et on a vu que ce genre de mesure, par exemple, a pu conduire à interdire aux supporters niçois d'être à Nice le soir du match. Et ça arrivait beaucoup de fois. Ça a amené des situations où, lors d'un match contre Auxerre, un monsieur qui venait de Paris s'est fait arrêter parce que les supporters du PSG étaient interdits dans la ville et que lui venait voir sa belle famille, donc il s'est retrouvé en garde à vue parce qu'il avait une voiture immatriculée dans 75. Moi, j'ai vu des collègues ne pas pouvoir entrer à un match parce que sur leur carte d'identité, il y avait encore le mauvais lieu, la mauvaise adresse qui les rattachait à Saint-Etienne alors que c'était un match contre Lyon. Donc on arrive à des situations buesques, effectivement des petites atteintes qui semblent secondaires en fait. C'est pas si grave de pas aller au match, mais qui peuvent servir et vont servir à l'avenir à des choses beaucoup plus graves, notamment s'il y a des nouveaux gouvernements et des nouveaux régimes comme le Rassemblement national qui arrivent au pouvoir. On a essayé de faire passer l'interdiction administrative de manifester. Il y a eu plus de résistance là pour le coup au niveau judiciaire et au niveau constitutionnel, mais rien n'est jamais acquis. La reconnaissance faciale est un autre problème qui a été, je vous rappelle, par exemple instauré en Russie à l'occasion de la Coupe du Monde de Poutine et qui a servi ensuite à écraser tous les mouvements de contestation. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux très forts qui se jouent. Il ne s'agit absolument pas ni de banaliser ni de négliger la violence qui peut exister, et malheureusement dans les stades, effectivement il y a des grands mouvements ultra qui généralement se disent soit politiques ou en tout cas sont dans la légalité ou sont pour certains antiracistes ou antifascistes, mais il existe beaucoup malheureusement aussi de firmes ou de groupes hooligans d'extrême droite aujourd'hui qui sont en train d'exister et de sévir. Donc il ne s'agit absolument pas d'être dans la naïveté, mais c'est savoir que le football, par essence, il y a cette idée absurde qu'il est déconnecté ou décorrélé de notre société, qu'il n'est pas un lieu où doit régner le droit, les règles générales, mais y compris dans l'économie, y compris dans le fonctionnement institutionnel. On l'a vu avec la LFP et on voit bien à quel point la moindre petite réforme pose problème. Notamment, il y a une loi qui doit passer prochainement à l'Assemblée qui soulève de grandes résistances, alors que fondamentalement, elle est loin d'être révolutionnaire. Donc on voit que le foot s'est construit et a été construit comme un élément, en tout cas présenté à l'opinion comme un élément à part, écarté de notre société, ou en tout cas sanctuarisé, ce qui n'est absolument pas le cas. Il est surtout un lieu où on essaye beaucoup de choses, on expérimente beaucoup de choses et parfois on prépare au pire. Maintenant, comme je dis, la Coupe du Monde qu'on vit aujourd'hui en est aussi une illustration, parce que l'absence de débat public, et Jérôme le soulignait à juste titre, de débat public, de débat médiatique, même si on est ici, mais on est entre guillemets entre nous, c'est blue sky quoi. C'est pas dangereux pour personne. Voilà, donc l'absence de débat général, mais même venant de grands partis de gauche, à quelques exceptions près, en est l'illustration. Et pourtant, il y a des personnalités qui ont essayé un peu d'alerter. Je pense à Marie-Georges Buffet qui avait sorti un rapport, j'ai oublié avec qui, donc je m'en excuse, sur les droits des supporters, qui pourtant absolument pas une spécialiste du foot, qui avait essayé justement de mettre cela sur la table. C'est
c'est cette amorphe, cette atonie intellectuelle, politique, sociale autour du foot qui permet ce dont on est en train de se plaindre en ce moment. Voilà, on parlera après de tout ce qui existe par ailleurs, hein, mais voilà. C'est bon. Juste pour finir sur le volet répressif, Ronan, on se rappelle que votre association avait été très active après la folie du Stade de France de la finale où les supporters de Liverpool s'étaient retrouvés à vivre un deuxième Hillsborough presque, pardon. Comment vous expliquez que ça ne bouge pas, enfin que ça ne fait que s'empirer, alors que ça devient de plus en plus dramatique, enfin que on commence à avoir des morts, à re-avoir des morts autour des stades, de par cette folie répressive qui ne fait qu'envenimer les choses plutôt que d'essayer de les régler. Comment l'expliquer ? Alors, sur le cas français, c'est clairement un manque de réflexion, une absence de doctrine, le fait que les matchs sont gérés sans réelle préparation, sans réelle spécialisation, et donc du coup l'État avance avec un bulldozer plutôt que d'essayer de comprendre le public auquel il a affaire. La finale 2022 au Stade de France de la Ligue des Champions est un assez bon exemple, puisqu'il n'y a jamais réellement eu de retour d'expérience. Il n'y a jamais réellement eu d'échange entre l'État et la société civile. Il y a suffisamment de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, mais il n'y a jamais eu d'analyse de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, la France, la FFF candidate à nouveau pour des finales européennes, Europa League, Conference League, Champions League féminine. A toute raison de penser que les conditions d'accueil seront exactement les mêmes. Et donc, on se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'on accueille ces grandes compétitions, quels intérêts ça sert. On parle de l'intérêt supposé d'attractivité du pays, etc. Mais la réalité, c'est que l'acceptabilité de ces grandes compétitions pour les populations locales, en France, mais partout dans le monde, est en train de s'effondrer. Hambourg vient encore une fois de tenter de faire un référendum sur une candidature pour les JO, et le résultat est catastrophique parce que les gens n'en veulent pas. Et donc la question derrière qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces grandes compétitions ? Pourquoi est-ce qu'on organise une Coupe du Monde ? Pourquoi est-ce que la FIFA est en train de continuer d'augmenter ? On est aujourd'hui à 48, je ne sais même plus, on va arriver potentiellement à 64 ou 60. Pourquoi ? Pour qui et pourquoi ? Et donc si c'est rejeté par les populations locales, s'il n'y a pas d'intérêt économique réel, comme on le voit aujourd'hui aux États-Unis, et si le coût environnemental et social est important, il y a un modèle qui est vraiment en bout de route. Et le seul espoir qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'approche de la FIFA et de Gianni Infantino, c'est qu'il pousse le bouchon trop loin pour vraiment démontrer que le modèle est fini. Il est possible qu'on ait des tribunes en partie vides aux États-Unis. Il est possible qu'on ait des matchs qui puissent pas se jouer parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a des orages. Et donc peut-être que on sera tous, y compris les médias, y compris les organisations sportives, mis devant l'évidence que le modèle est à bout de souffle. En tout cas, c'est le seul espoir qu'on peut avoir aujourd'hui. Jérôme, les tribunes en France et ailleurs, mais en France, si on prend un exemple qui est plus proche de nous, sont aussi des lieux de résistance politique à l'ordre libéral tel qu'il est en train de dévoyer le football. On pense notamment à Strasbourg, à la résistance contre la multipropriété et dans d'autres lieux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que on se dit, aussi vrai que à Tahrir, à Taksim, dans les grands mouvements de résistance, de révolution, ce sont les groupes de supporters qui utilisent leur savoir-faire de mobilisation sociale et collective pour embrayer. Est-ce que quelquefois, on se dit pas que classe supporter, classe dangereuse ? Alors, il est vrai. Alors, les groupes ultras, à pas confondre, à pas amalgamer avec les hooligans, constituent effectivement le principal, pour pas dire le seul, pôle de résistance aux évolutions du football. Il y a bien dans les médias, dans les marges, des gens qui émettent un discours critique, mais avec un minimum de visibilité. Et ceux qui sont sur le terrain, ce sont effectivement les supporters, dont on a dit tout à l'heure dont Nicolas a dit tout à l'heure qu'ils étaient diversement politisés au sens classique, mais ils sont politisés au sens où un grand nombre de ces groupes de supporters se mobilisent contre le football business, contre l'augmentation du prix des places, contre la multipropriété des clubs, qui est un peu le dernier stade de la financiarisation du football, puisque, pour expliquer rapidement, ce sont des clubs qui font partie d'un consortium et en général, la majorité des clubs de ce consortium sont mis au service d'un navire amiral, donc sont complètement vassalisés, ce qui est le principe un peu global qui s'étend à tout le football européen, avec
une petite caste de clubs ultra riches qui concentrent toutes les ressources, et en dessous des deuxième, troisième divisions qui sont mis à leur service. Donc les supporters ultras ont un discours critique qui est vraiment essentiel, mais qui est marginalisé parce que les ultras, on les stigmatise aussi, on les amalgame avec les hooligans, et il faudrait que ce discours critique soit relayé. Donc je vais en revenir à la question du débat public qui n'a pas lieu, dont ne s'emparent pas ni les pouvoirs publics ni les pouvoirs sportifs, qui ont tous les deux démissionné. De la part des pouvoirs publics, il y a quand même cette idée, c'est caricatural, mais ça fonctionne quand même, que c'est un super opium pour le peuple, c'est un divertissement qui fait diversion de manière très très efficace. Pour les pouvoirs sportifs, il y a une démission, il y a un renoncement à défendre les valeurs du sport qui sont directement attaquées par ces évolutions, ne serait-ce que le respect de l'équité sportive et de l'incertitude de l'équité des compétitions, de l'incertitude sportive. Et de la part des médias, il y a plein de facteurs. De la part des médias d'information générale, c'est l'idée implicite que le sport c'est pas sérieux, en fait, c'est pas important, donc on s'autorise des écarts avec la déontologie journalistique minimum, et puis tout le monde est content. Mais je vais élargir cette critique. On peut être tout à fait conscientisé, politisé. Quand on aime le foot, c'est très très difficile. On est écartelé en permanence. Je connais beaucoup de gens qui sont supporters du PSG, qui sont politisés, conscientisés, tout à fait conscients des dérives du football, mais qui vont quand même être emportés par la vague de célébration et par le bonheur. Et c'est ça peut-être le problème de fond du football, c'est que c'est un sport merveilleux. Ça reste un sport merveilleux, même quand il est complètement dévoyé, instrumentalisé. Et là, on a déjà vécu cette expérience, nous autres, au Qatar, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est qu'on était partagés, il y avait un sentiment d'amertume très fort, le plaisir était en partie gâché, mais on est quand même devenu dingue en suivant l'équipe de France jusqu'au bout, ou presque jusqu'au bout. Et là, ça se reproduit. C'est une Coupe du Monde en 48 équipes, c'est désastreux. Il y a ces pauses publicitaires, c'est désastreux. Une marchandisation outrancière. On peut craindre le pire de ce que va pouvoir produire la Maison Blanche, l'administration Trump à cette occasion. Mais on va être quand même emporté par l'événement. Et voilà, c'est un peu le problème de fond, c'est que le football est un sport trop merveilleux encore. Oui, c'est l'injonction contradictoire quotidienne qui est le lot des gens progressistes qui malgré tout aiment le football. Marie-Cécile, justement, le pendant féminin de la Fédération internationale, on va dire en tout cas du sport, du football, qui a été moins corrompu, si j'ose dire, par le capitalisme et les phénomènes de privatisation qu'on a racontés. Quel mouvement, lui, il suit de son côté, ce football féminin? Parce qu'il a ses compétitions, il a une géopolitique qui est un peu différente en termes de pratique. Et est-ce qu'il va inéluctablement tomber dans les mêmes travers que son pendant masculin? Je ne saurais pas vous dire ce que va être l'avenir, mais je pense qu'effectivement, il est très largement à l'abri d'un certain nombre de problèmes de corruption, de fascination pour l'argent, et de toujours plus, d'une sorte de brutalisation du monde, être finalement d'accord avec une géopolitique de ce que moi j'ai appelé la diplomatie du gourdin, qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que dans le sport, il y a quand même un certain nombre, même si l'expression valeur du sport me semble aujourd'hui complètement galvaudée parce qu'on n'en fait rien précisément, eh bien dans le soccer féminin, c'est-à-dire dans le soccer américain en particulier, c'est là où on porte des combats importants pour l'égalité salariale, pour la reconnaissance des différences, pour la tolérance. Et finalement, ça m'amène à réagir à ce qui a été dit précisément, pour dire que les grandes liesses populaires, la victoire du PSG masculin, les 2 Coupes du Monde masculines gagnées par la France, cette liesse populaire, on n'en a rien fait politiquement. On n'en a rien fait politiquement, alors que elle va à l'encontre d'un certain nombre de préjugés, de narratifs répétés quotidiennement sur l'individualisme, sur la société qui serait de plus en plus violente, sur le fait qu'il y ait plus de solidarité, etc. On voit bien que c'est totalement faux. On aurait pu
là-dessus. Et on pourrait encore, j'ai eu un peu d'espoir avec la victoire du PSG, je me suis dit peut-être qu'on va enfin avoir un discours un peu plus valorisant sur le rôle énorme que jouent les banlieues en France, parce que c'est les banlieues qui produisent les champions qui gagnent aujourd'hui. Tout ce que les banlieues, le sport populaire, le sport amateur, le bénévolat apporte finalement à la France en termes de joie, en termes de solidarité, en termes de retombées financières et de retombées médiatiques dans le monde entier, pour Paris en particulier, eh ben, on n'en fait rien. On n'en fait rien. Et c'est dommage. Ça rejoint ce que disait Jérôme, à savoir que le sport n'est toujours pas pris au sérieux par les politiques, par les médias. Bon, les médias, c'est assez vague, on va dire, les grands médias, chaînes d'infos en continu, etc. C'est pas pris au sérieux. Alors qu'il y a toutes ces valeurs-là et toute cette réalité-là de terrain qui est absolument nécessaire à la victoire des grands champions, et aussi les forces vives des supporters qui ne sont pas prises au sérieux ni dans ce qu'elles peuvent apporter humainement, politiquement et en termes de projet de société par les grands partis politiques. On est à la veille quand même d'une élection, ça a été dit toute la journée, vous allez encore reparler après, d'une élection un peu qui tout double pour la France, même si à mon sens l'extrême droite n'a pas encore gagné. Faut pas céder au fatalisme. L'extrême droite n'a pas encore gagné en France, loin de là. Eh bien, on a tort de pas s'appuyer sur ces corps intermédiaires-là, qui sont non seulement des forces vives, militantes, humaines, de solidarité, mais qui ont aussi des idées à porter, qui ont aussi un projet de société à nourrir, et dont finalement, bon, à droite, mais non plus à gauche, on ne s'empare. Et je trouve ça assez triste en termes de paresse intellectuelle. Alors, il y a quand même un mouvement, il est, on se l'est dit, encore marginal, mais qui aide à voir un horizon quand on est englouti par les contradictions internes évoquées par Jérôme tout à l'heure. C'est un petit peu le mouvement du football populaire au sens large, qui n'est pas qu'une parole, qui est un mouvement concret, à la fois de réappropriation des clubs à petite échelle, ou quand le club a fait faillite, quand il est repris un petit peu par ses supporters, enfin un désir de reprise en main qui jusque là, pour l'instant, s'arrête à la 4e division. J'ai vu à Chypre, il y a un club qui est arrivé en première division, qui est propriété des supporters. Mais ce mouvement-là, qui plaide pour une reprise en main des clubs, qui miserait d'abord sur la formation des joueurs, qui évidemment aurait une charte publicitaire éthique. Enfin, tout ce qu'on voit à plus ou moins grand niveau. Par exemple, en Allemagne, même si il y a des backlash en la matière, le club de St. Pauli est un peu une figure de ce que pourrait être un club où les supporters ont leur mot à dire. Est-ce que ces mouvements-là, vous les suivez, vous y êtes attentifs et vous y croyez autant que moi, ou je suis vraiment trop naïf? Alors d'abord, pour rebondir sur ce que dit Jérôme, moi la première phrase de mon livre, c'est de dire être de gauche et aimer le foot, c'est marier le paradoxe de l'intelligence et de la mauvaise foi. Je pense que c'est ce qui résume beaucoup de choses. Et je dis souvent aussi, si le foot est l'opium du peuple, pourvu que ça soit du bon. Donc parfois ça arrive quand même. Pour rebondir, le foot populaire, qui est un terme que vous allez souvent entendre, qui est un peu ressassé, il existe réellement en termes statistiques, vraiment. Par exemple, moi, quelque chose que je connais bien à la FSGT, il y en a de football, on a du foot à 7 auto-arbitré, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'arbitre, ça joue sur une moitié de terrain, ça joue donc 7 contre 7. Maintenant, il y a même des versions mixtes, il y a même des versions féminines. C'est près de 30 000 personnes à travers toute la France, ça s'est exporté au Japon, en Algérie. Donc il existe des formules aussi bien sur la forme de contenu du jeu, c'est-à-dire c'est un foot où il n'y a pas de tacle, il n'y a pas de hors-jeu, qui se joue très différemment et qui s'organise avec des structures associatives différentes. Il y a tout le mouvement associatif LGBTQI+, en France, mais aussi à travers le monde. Et dans le foot, on le voit avec des structures comme le Paris Arc-en-Ciel et des gommeuses, j'ai peur d'en oublier, qui se multiplient et qui proposent une autre façon d'appréhender le foot, mais par amour du foot, pas pour faire uniquement de la propagande. Et c'est ça qui est essentiel, c'est que pour critiquer le foot, faut l'aimer. Et pour beaucoup de choses, vous pouvez pas critiquer le cinéma si vous n'aimez pas cet art, etc. C'est la même chose. Donc ça revient à ce qu'on a dit sur le manque d'intelligence, de perception et de s'emparer de la réalité populaire du football. Et il y a le mouvement évidemment ultra et les mouvements de supporters qui sont aussi importants. Il existe une grande diversité de structures sportives locales, mais sans forcément avoir la préoccupation de monter au plus haut niveau. Mais le nombre de clubs, je pense au Spartak Front-Grande qui a repris la mémoire ouvrière, le Spartak Alésien,
j'ai peur d'en oublier dans le lot parce qu'ils sont assez nombreux. Les amis de l'AS Pinte de Frappe à Paris, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là et ça existe et ça vit. Et pas que. Alors, la FGT, c'est très important parce que c'est aussi une manière de. Moi, je dis que c'est le punk et le hip-hop du football, c'est-à-dire que le punk, parce que le punk a révolutionné le rock et l'a réanimé en le simplifiant avec de la subversion, et le hip-hop parce que c'est prendre des éléments de la culture dominante, y compris qu'on combat, pour en refaire quelque chose de différent, comme dans le hip-hop, on a samplé des morceaux, quelle que soit leur origine, pour refaire une autre musique. On est un peu dans cette logique et ça existe, donc c'est rassurant, je trouve effectivement, et comme ça a été répété par mes collègues, c'est pas le fait que ça soit faible ou petit, c'est que ça soit ignoré ou pas pris en compte à la hauteur de la richesse que ça peut secréter. Moi, j'avais fait un reportage auprès des ultras bordelais en 2019, c'était avant le Covid, mais j'avais rencontré des gens qui avaient des vécus, des compétences sociales, des acquis, des regards sur la société, qui traversaient le monde pour aller rencontrer des collègues argentins, aller en Afrique du Sud, qui allaient beaucoup en Afrique du Nord parce qu'il y a un énorme mouvement ultra en Afrique du Nord, très contestataire et qui lui a pas peur des fumigènes et de la pyrotechnie. On l'a vu hier à Alger, des dédicaces aux supporters du Mouloudia s'il y en a. Donc il y a cette incroyable richesse sociale et que moi je suis pour la gauche de l'orgasme et pas pour la gauche du Prozac. Donc je pense qu'il faudrait temps qu'on s'en empare et que ça soit un moteur et une dose importante du shoot que doit se faire aujourd'hui le camp, je pense être le mien en tout cas, qui est parfois très 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 décevant et parfois même insultant en ce qui me concerne, mais il faut un moment regarder cette réalité là parce que c'est du plaisir. Les gens kiffent à jouer au foot, kiffent à aller au stade, même moi, le papa que je suis, a repris du plaisir à avoir du foot à travers ses gamins. À un moment j'étais un peu ça saturait quoi, c'était un peu trop. C'est mes mômes qui m'ont réappris un peu à aimer le foot en y jouant et en allant voir les matchs ou en allant au bar, parce que le bar est un lieu de sociabilité. Bon, et voilà, donc c'était, pour revenir sur le foot populaire, il existe. Il serait peut-être temps que la gauche s'en rende compte au sens large. Oui, pour compléter, le foot, dès ses origines, sa nature, elle est démocratique. Les clubs de foot naissent parce que des ouvriers ou des paysans décident de faire du sport ensemble. Et derrière, si ça marche bien, il y a des gens qui viennent voir les matchs. Et puis derrière, il y a des investissements, il y a une capitalisation, etc. Mais la démocratisation et la professionnalisation du foot ne sont pas incompatibles. Ils existent notamment en Allemagne, mais aussi ailleurs en Europe. Et les fonds souverains, les fonds vautours qui sont aujourd'hui, et la multipropriété qui sont aujourd'hui l'apanage du foot professionnel en France, c'est une perversion de la nature même du sport. Après, on peut être aussi optimiste. Ces gens-là partiront. Pas loin d'ici, à Red Star Saint-Ouen, 777 est parti. Un jour, le Qatar changera de priorité, d'orientation, de stratégie et quittera le PSG. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, se désinvestit dans de nombreux secteurs du sport mondial. Donc, il s'agit de conserver. L'Arabie Saoudite ne désinvestit pas du football, malheureusement. Le Newcastle United est un peu à l'abandon quand même. Donc il s'agit aussi de préserver nos structures sociales autour du foot telles qu'elles sont aujourd'hui. Il n'y a pas de problème à inventer un nouveau modèle, mais aussi de préserver l'histoire, le modèle socio-culturel qui est autour de nos clubs de foot pour le jour où les choses changeront et on pourra peut-être espérer reprendre une forme de contrôle. Oui, je crois que l'enjeu, alors ça a été très bien rappelé, en France il y a 2 millions de licenciés dans les clubs de football, il y a peut-être 2500 footballeurs professionnels. Ça rappelle que le football est avant tout populaire et qui se joue au niveau amateur, où il crée du lien social, où il crée une richesse sociale un peu négligée. Pour ce qui est du football d'élite, là aussi on l'a dit en filigrane, l'idée c'est de reprendre le football, parce que ce à quoi on a assisté, c'est des phénomènes de dépossession. À partir du moment où on a voulu faire des clubs de football des entreprises comme les autres, ce qui était le grand mantra, notamment de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais dans les années 2000, des entreprises comme les autres, elles sont gouvernées comme les autres, elles peuvent être achetées par n'importe qui, donc par des fonds souverains, par des investisseurs, par des milliardaires en quête d'un supplément d'âme ou d'humanité, par des consortiums qui en mettre certains au service des autres. Et il y a un sentiment de dépossession très fort pour les supporters, pour les passionnés de football. Un sentiment qui a culminé en avril 2021, quand il y a eu une tentative de lancement d'une ligue privée et fermée par une douzaine de clubs, les plus riches, ou presque tous les clubs les plus riches.
Alors, c'était très paradoxal ce moment parce qu'on disait depuis des années que c'était un aboutissement inéluctable et puis ça avait été utilisé comme une menace pour obtenir de la part de l'UEFA, le gouvernement européen du football, des aménagements de la Ligue des Champions de plus en plus favorables en termes de formule de compétition et de redistribution des ressources. Et à ce moment-là, il y a eu une levée de boucliers extrêmement spectaculaire. Tout à coup, tous les acteurs médiatiques, publics, sportifs, les supporters en tout premier lieu, se sont érigés, se sont levés contre cette tentative. Et là, en étant un peu naïf, on a pu se dire ah ben ça y est, le débat est enfin ouvert, on va avoir des fronts de résistance, les pouvoirs publics vont réguler, européens, nationaux vont réguler. On a un peu vu ça en Angleterre, notamment. En France, il y a des propositions de loi, mais en fait, ça a été un feu de paille. C'est-à-dire que 2 mois après, Messi arrivait à Paris et pendant, je crois, 8 ou 9 jours consécutifs, l'équipe faisait sa une sur Messi. La Ligue des Champions reprenait comme si de rien n'était et ça a été foot business as usual, quoi. Au point qu'on en est presque espéré qu'il la fasse, cette ligue fermée. Comme ça, nous, on pourra reprendre tous les clubs qui n'y seront pas. Non, parce non. Alors je te dis non. Il vaut mieux pas qu'il la fasse, même si on se retrouverait peut-être dans des footballs. Moi, je suis très heureux en Ligue 2 avec l'AS Saint-Étienne que Renan avec le FC Nantes vient de rejoindre. On a parlé du football des femmes. C'est aussi une alternative beaucoup plus saine à bien des égards. Mais il faut pas laisser le football à l'oligarchie. Il faut secouer les pouvoirs publics pour qu'ils comprennent que c'est important, que c'est un fait social important et qui doit être gouverné, quoi. Merci à tous. Je voudrais pour terminer vous citer aussi vrai que Bill Shankly en introduction, un grand auteur, Eduardo Galeano, un grand auteur latino-américain, uruguayen plus exactement, qui a écrit un ouvrage magnifique que je vous recommande, qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine, mais qui a aussi écrit ce livre, Le football Sol y Sombra, Ombre et Lumière, dans lequel il y a pour moi ce qui est résumé, ce qu'on a fait là, ce qu'on a échangé. C'est une espèce de nostalgie en même temps pleine d'espoir. Je vous cite la confession de l'auteur qui introduit ce remarquable ouvrage que je vous recommande, d'Eduardo Galeano. Les années ont passé et j'ai fini par assumer mon identité. Je ne suis qu'un mendiant de mon football. Je vais par le monde, chapeau à la main, et dans le stade, j'implore une belle action pour l'amour de Dieu. Et quand j'assiste à du bon football, alors je remercie pour ce miracle, en me fichant pas mal que ce soit tel ou tel club, tel ou tel pays qui me l'offre. Mendiants de bon football, unissez-vous et merci beaucoup. Mediapart.